Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Je vous propose aujourd'hui une vidéo un peu particulière, puisque une vidéo moins technique, je dirais, que d'habitude, ou moins tournée vers l'actualité. Une vidéo au travers de laquelle je vais tenter de répondre à quatre questions. Ce sont 4 questions que j'ai sélectionnées parce qu'elles reviennent ou elles sont revenues à plusieurs reprises dans les échanges que j'ai pu avoir avec des consultants ou des étudiants. Et donc je vais traiter ces questions bien dans l'ordre. D'ailleurs, vous pourrez retrouver sous cette vidéo un petit menu qui vous permettra de naviguer et d'aller directement à la question, au chapitre qui vous intéresse plus particulièrement. J'ai intitulé cette vidéo « Jour et nuit d'un astrologue » en référence au livre d'Hadès, qui était un livre un peu particulier dans la bibliographie d'Hadès, un livre où il expliquait un peu sa vie d'astrologue, mais aussi ses pensées sur l'astrologie, comment il vivait sa profession d'astrologue. Donc voilà, alors bien plus modestement ici, voilà, c'est plutôt un hommage à cet astrologue, à ce livre, et puis simplement ici, bien plus modestement, je vais m'attacher à répondre à ces 4 questions, en espérant que mes propos puissent vous intéresser. Alors allons-y et commençons tout de suite. Première question, alors qui revient vraiment très fréquemment: l'astrologie est-elle une vocation? Alors, bon, je dirais que le mot vocation, et c'est toujours un mot à manipuler avec précaution parce que c'est un mot générique. On peut voir beaucoup de choses dans le terme vocation. Disons que vocation, pour moi, ça me ramène à ce que je fais dans l'orientation scolaire et professionnelle des personnes. Et donc, cette orientation, elle est basée, enfin, dans les consultations que je fais, elle est basée sur le potentiel du thème astral. Et ce potentiel du thème astral, il est lui-même basé, bien sûr, sur l'ensemble du thème, évidemment, mais beaucoup sur le maître d'ascendant. Voilà. En termes de vocation, le maître d'ascendant, c'est vraiment une planète déterminante. C'est le centre de la vocation de la personne. Et donc, bien sûr, ce maître d'ascendant ne peut pas être interprété tout seul, il doit toujours être interprété en lien avec les autres points du thème, le soleil, l'ascendant, le milieu du ciel, la maison 6, le milieu du ciel qui représente la direction de vie, la carrière, la maison 6 qui représente le travail, les maîtres de ces maisons, les rapports avec tout cela. Donc il y a beaucoup de choses à étudier, mais disons que le centre du potentiel de la personne, et donc le cœur de son orientation, c'est quand même le maître d'ascendant. Et le maître d'ascendant, c'est ce qui correspond à ce qui nous est facile. Voilà, c'est difficile, il y a beaucoup de choses dans le maître d'ascendant, mais disons que voilà, c'est ce qui est facile à faire pour nous, pour chacun d'entre nous. Voilà. Le maître d'ascendant donne cette information. Là où l'on a des facilités, vous voyez, où est-ce qu'on en a des facilités? Pour répondre à cette question, il faut regarder le maître d'ascendant. Voilà. Donc, par exemple, alors le maître d'ascendant, j'ai une vidéo là-dessus, donc je vous renvoie à cette vidéo qui s'appelle de mémoire « Vous n'êtes pas du signe que vous croyez être ». Voilà. Et là, je parle du maître d'ascendant. Aussi dans les vidéos qui concernent l'orientation professionnelle. Par exemple, le maître d'ascendant donc dépend de l'ascendant. Si vous êtes ascendant Cancer, votre maître d'ascendant c'est la Lune. Si vous êtes ascendant Poisson, vous avez 2 maîtres d'ascendant, Jupiter et Neptune. Vous voyez, donc ça c'est le maître d'ascendant. Donc où est-ce qu'il se trouve dans le thème? En signe, en maison, en aspect, en décan aussi. Voilà. Tout ça doit être pris en compte pour analyser le maître d'ascendant et donc votre potentiel. Oui, alors donc le maître d'ascendant représente ce qui est facile pour nous, et quelque part, c'est important parce que c'est à partir de là que vous allez pouvoir avoir le plus grand impact sur les autres personnes, sur le monde, puisque c'est un point fort pour vous. Parfois, c'est un point fort qui est méconnu.
Hélas, souvent, c'est le cas. Hein. Donc il faut retrouver son maître d'ascendant et se reconnecter à ce point fort, identifier que c'est bien un point fort et ensuite travailler sur ce point fort. Si vous travaillez sur ce point fort, vous allez pouvoir donner le meilleur de vous-même. C'est-à-dire exprimer ce qui fait véritablement la spécificité de votre potentiel. C'est comme un joueur de tennis qui aurait un super coup droit naturel. Il faut réapprendre, il faut le trouver, ce point fort, et le développer. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir avoir le meilleur impact, je dirais, sur les autres, sur la société, pourquoi pas sur l'humanité, hein, parce que vous allez exprimer au maximum votre potentiel. Vous voyez ? Alors, si par exemple, je prends mon cas, puisque c'est une vidéo un peu plus intimiste, entre guillemets, que les autres, où je suis amené à parler un petit peu de moi. Ici, donc moi, par exemple, je suis ascendant Vierge, je suis mercurien du Verseau. Donc ça correspond très bien, finalement, à ce que je fais à l'astrologie. Avant, je travaillais, j'étais dans l'armée de l'air, par exemple, où j'étais navigateur, vous savez, la personne qui est derrière le pilote et qui donne les directions. Eh bien, ça correspond également, puisque Mercure, c'est le mouvement, le Verseau, c'est l'espace au sens symbolique, hein, l'espace, le ciel, c'est un signe d'air, un signe d'espace aussi. Mercure, le mouvement, donc la communication, donc c'est la communication qui guide dans l'espace. Et finalement, dans l'astrologie, c'est aussi un peu la même chose. Le Verseau représente le futur, l'avenir. Mercure représente la communication, le langage. Et donc ici, il y a un langage qui correspond très bien aussi au langage astrologique. C'est pour ça que le Verseau est aussi raccordé à l'astrologie. Vous voyez, par exemple, ça, ce potentiel, quelque chose qui est présent en chacun de nous et que l'on doit retrouver. Alors, je veux absolument pas limiter les astrologues aux mercuriens du Verseau. Bien sûr, ce serait une erreur monumentale. Il y a autant d'astrologues que de signatures. Ce qu'il faut, c'est voir si c'est compatible avec l'astrologie. Par exemple, si vous êtes admettons, vous êtes un lunaire du Verseau, voilà, vous êtes astrologie compatible, hein, c'est-à-dire vous avez un potentiel qui peut également vous destiner vers l'astrologie. Si vous êtes jupitérien, par exemple, donc un ascendant Sagittaire va être un jupitérien, donc quelque part un guide. Si vous êtes un jupitérien du Verseau, vous êtes un guide dans l'espace, vous êtes un guide dans l'avenir, dans le futur, donc ça aussi, ça peut tout à fait correspondre. Si vous êtes un jupitérien du Scorpion, par exemple, alors le Scorpion est un signe très psychologique, on retrouve le guide également dans l'ésotérisme, la psychologie, ce qui est caché, ce qui est profond, ce qui est enfoui. Ça aussi, ça correspondrait très bien. Si vous êtes toujours un jupitérien conjoint à Uranus, la planète du Verseau, donc de l'astrologie, dans le signe du Cancer, par exemple, qui est un signe de prendre soin, vous êtes un guide dans le domaine de l'astrologie ou dans le domaine de l'avenir, aussi dans le conseil, hein, le Verseau est un signe de conseil, et avec cette notion de prendre soin. Si vous êtes un ascendant Verseau, vous êtes prédisposé à faire quelque chose d'un peu original, en décalage avec les canons habituels de la société. Si vous êtes un ascendant Verseau uranien, par exemple des Poissons, vous allez naturellement vous intéresser à tout ce qui est à la fois spiritualité, ésotérisme et soins. Donc là aussi, c'est tout à fait compatible. Donc, il y a autant d'astrologues que de signatures, vous voyez. Ce qu'il faut, c'est voir si votre maître d'ascendant, en lien avec le reste du thème, est compatible avec l'astrologie. Donc, oui, vocation, oui, par le potentiel, mais bien sûr aussi la vocation vient de la motivation. C'est souvent, et la motivation vient de faire ce que l'on aime faire. Il est très rare, moi j'ai jamais rencontré quelqu'un qui, en étant aligné sur son potentiel, n'aimait pas ce qu'il faisait. Voilà. Donc ce qu'il faut, c'est chercher ça. Hein. Qu'est-ce qui correspond à votre potentiel, s'aligner dessus,
et à ce moment-là, les portes s'ouvrent et d'autres se ferment. C'est-à-dire si vous essayez d'en sortir, une fois que vous êtes aligné sur votre potentiel, si vous essayez de faire des choses, et on essaye tous, hein, à différents moments de sa vie, on essaye après d'autres choses. Ben, vous allez voir qu'il y a des portes qui s'ouvrent et des portes qui se ferment et on vous ramène vraiment dans votre potentiel. Mais à la base, enfin mon travail en consultation, en orientation vise à vous réaligner sur ce potentiel. Alors quand vous êtes aligné sur ce potentiel, eh bien les choses viennent à vous naturellement. Souvent, alors c'est la loi de l'attraction, mais souvent cette loi d'attraction, eh bien elle est mal comprise. C'est-à-dire on dit voilà, il faut que je désire très fort quelque chose et à ce moment-là, hein, vous savez c'est le fameux chèque au ciel, et puis à ce moment-là, eh bien les choses vont venir. En fait, ça je ne pense pas que ce soit comme ça que les choses fonctionnent. C'est plutôt quand on est devenu, on incarne la personne, on est en phase avec son potentiel, on est aligné sur soi-même. À partir de ce moment-là, les choses viennent à nous. Donc, il ne s'agit pas de désirer. Si vous désirez, bien sûr, c'est important, désirer quelque chose, mais ça reste superficiel puisque le désir est issu de la volonté, donc on reste vraiment à la surface des choses. En revanche, si vous êtes vraiment, si vous vous réalignez sur vous-même, sur votre potentiel, alors à ce moment-là, oui, la loi d'attraction va marcher et les choses vont venir d'elles-mêmes à vous. Alors voilà, je pense que je pourrais continuer encore 24 heures sur le sujet, mais je m'arrête là. Nous avons d'autres questions à voir et je vais prendre tout de suite la deuxième question. Alors, quel est votre rythme de travail? Oui, alors bon, je suis surpris des fois de voir. Mais enfin bon, c'est souvent des étudiants qui me posent cette question, comment est-ce que vous travaillez? Bon. Mais en fait, c'est important, hein, c'est une question plus vierge, le rythme de travail. Si vous voulez, il y a je pense qu'il y a à partir du moment où on est dans une profession de conseil, une profession aussi de thérapeutique quelque part, l'hygiène de vie est fondamentale. Bon, moi, je m'en suis très vite rendu compte. Hein. J'estime que je n'estime pas avoir un grand niveau énergétique. Je pense que je fatigue sans doute assez vite au niveau psychique, mental. Hein. Les consultations astrologiques sont extrêmement drainantes. C'est difficile à expliquer. C'est pas une fatigue mentale, c'est une fatigue psychique. Hein. Quand vous faites beaucoup de consultations, une fatigue psychique. Et là, vous avez un réservoir d'empathie, un réservoir psychique, et il faut bien gérer ce réservoir parce que si vous allez jusqu'au fond, après c'est très dur il faut beaucoup de temps ensuite pour que l'eau avant le barrage se reforme. Donc il faut faire en sorte de ne jamais atteindre le seuil bas. Et donc toujours veiller à conserver un bon équilibre de vie, une bonne hygiène de vie et ne pas empiéter sur vos réserves psychiques. Et ça demande une hygiène de vie. Alors après, on a tous des modes de fonctionnement différents. Moi, je sais que je suis plutôt du matin. Donc ça veut dire que je me lève, une journée type chez moi, c'est je me lève à 6 heures. Ensuite, je vais marcher. Voilà. Alors, je vais toujours marcher tous les matins. Je marche une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors, là où j'habite, c'est bien parce qu'il y a la nature, il y a les chemins, tout ça. Donc, voilà. Donc, après, 7h15, je travaille. Je travaille le matin parce que c'est là où je suis le plus performant, vierge de pensées, de préoccupations. Et aussi, la marche a permis de vider en fait mes pensées et de me préparer à la consultation, de me reconnecter aussi à la nature, au ciel, de mettre de l'ordre dans mes pensées. Et après, donc 7h15, je travaille donc en travail de consultation, souvent jusqu'à 12h30 à peu près. Ensuite, l'après-midi, c'est première partie, c'est beaucoup soit du sport, soit du jardinage. Il faut que je me reconnecte à quelque chose de physique, soit à la nature, soit à la terre, soit à mon corps. Voilà, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Après, je retravaille à partir de 16h, 16h30 jusqu'à 18h. Donc là, c'est un travail, pas un travail de consultation, c'est soit un travail sur les formations, soit un travail sur les messages, sur les vidéos, la publicité, ce genre de choses. Puis après, moi, je me couche tôt pour pouvoir me lever tôt le matin, donc 9h30, je commence à éteindre
plus tard, 10 heures, c'est éteint. Voilà. Ça, c'est le rythme que j'ai pour pouvoir conserver un travail efficace en consultation. Et ça, c'est 6 jours sur 7. En sachant que le samedi après-midi, c'est plutôt balade ou autre chose. Mais donc c'est quand même astreignant, hein, c'est astreignant, mais c'est un peu une vie monacale, mais c'est finalement comme ça que je me sens le mieux, et puis que je trouve vraiment le sens et la motivation d'aider les personnes, et puis donc toute la responsabilité qui va avec derrière sur le mode de vie. Voilà. Alors ensuite, donc, vous travaillez à distance sans voir les personnes, oui. Et comment faites-vous? Voilà. Alors ça, c'est aussi une question qui revient souvent. Alors souvent chez les étudiants, parce que chez les personnes qui me consultent, en fait, une fois qu'elles m'ont consulté, elles n'ont plus cette question. C'est comme quoi, c'est une question a priori, vous voyez? Parce que si vous faites la consultation, bah vous n'avez plus cette question, parce que je vous connais. Et on parle par écrit et par email interposé, comme si finalement je vous connaissais. Donc, alors c'est une question a priori. Bah faites-le, puis vous verrez. Bon. Moi, j'ai fait, je suis passé par toutes les types de consultations possibles, je pense. Je pense que je peux le dire. Au début, j'ai longtemps travaillé en face à face, sans préparation. C'est-à-dire que j'allais dans des boutiques, souvent des boutiques bio, des magasins comme ça, et je proposais une animation sur l'astrologie, et donc bah, j'avais une petite table, un petit coin, et puis bah, les personnes venaient, elles achetaient leurs produits, puis elles voyaient un astrologue assis avec un panneau, asseyez-vous, je vous écoute, et donc elles s'asseyaient, puis c'était parti, donc je faisais leur thème, j'interprétais leur thème astral en direct. Alors ça, j'ai longtemps fait. Après, j'ai travaillé toujours en face à face, mais en cabinet. Aussi, après, j'ai travaillé pas par téléphone, par Skype très peu, j'aime pas trop. Par téléphone, oui. Donc ça, je l'ai fait souvent. J'ai enregistré aussi longtemps mes consultations, les envoyer. Vous voyez, et puis là, bon, depuis 5 ans à peu près, je travaille exclusivement par écrit. Et finalement, c'est la méthode qui me convient le mieux. Mais bon, voilà, il a fallu que je passe par toutes ces étapes, et je ne renie aucune de ces étapes parce que chacune m'a apporté quelque chose. Donc si je peux faire des consultations écrites aujourd'hui, c'est aussi certainement parce que je suis passé par toutes ces autres formes de consultation auparavant. Mais ça peut changer. Hein, voilà, aujourd'hui c'est comme ça, parce que ça me convient bien depuis 5 ans, et ça me convient bien en ce moment, mais peut-être que dans un an, je dirais, ah bah non, ça me manque, j'ai envie de faire autre chose, donc c'est pas figé, hein, non plus. Qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, bon, disons déjà que c'est très rare, hein, les consultations écrites. Je sais pas si les personnes en ont suffisamment conscience. Déjà, des astrologues professionnels qui ne pratiquent que l'astrologie. Il n'y a pas du tarot associé à de l'astrologie, mais que astrologie. On est déjà très peu en France. Je dirais des vrais astrologues. Bien qu'il existe des vrais astrologues qui mélangent avec les tarots, mais dans ce cas, on est sur une forme de consultation hybride, forcément. Donc des purs astrologues, on est assez peu. Par écrit, honnêtement, je ne sais pas si on est une dizaine en France, je ne sais même pas. C'est très très rare. Professionnel par écrit, c'est très rare. Bon, après, moi, j'y suis pour rien, c'est ce qui me convient le mieux, et je trouve que c'est ce qui est le plus efficace de mon point de vue par rapport à ce que je fais. Hein. Voilà, je ne juge pas les autres. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte déjà une grande objectivité par rapport aux autres types de consultations. Et ne pas voir la personne. Moi, j'ai beaucoup de noms dans ma tête. Hein. J'ai centaines, peut-être des milliers de noms de consultants dans ma tête, mais je n'ai pas de visage. Et par contre, j'ai des thèmes. Hein, vous voyez, et donc, ça m'apporte une grande objectivité. Parce que je suis obligé, non pas
Si vous voulez, quand vous êtes en face à face avec une personne, il y a énormément de choses qui vont passer. La personne va projeter énormément de choses d'elle. Elle veut être comme ça, elle veut apparaître comme ça, ou il veut apparaître comme ça. Et également, il est persuadé d'être comme ça, ou elle est persuadée d'être comme ça. Et donc, elle va projeter ça aussi, que ce soit en bien ou en mal. Donc, vous captez ça, parce que vous êtes à l'écoute. Si vous êtes astrologue, vous êtes naturellement sensible, empathique, donc vous allez capter ça. Mais ce que vous allez capter, c'est la surface des choses. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce que la personne va projeter, c'est pas non plus ce qu'elle croit être d'elle. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qui elle est. Et qui elle est, c'est pas dans le face-à-face que vous allez le trouver. C'est dans le thème astral. Donc, l'objectivité, la distance me permet cette objectivité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que nous sommes souvent des déformations de nos propres thèmes de naissance. Et c'est de là d'où vient beaucoup de nos problèmes. Nous ne sommes pas qui nous sommes réellement, si vous voulez. Donc, quel est le rôle de l'astrologue ? Essayer de corriger la surface des choses, ou au contraire, essayer de recentrer la personne sur qui elle est véritablement, sans juger qui est cette personne véritablement. Comme je l'ai dit en début, dans la première question, à partir du moment où vous êtes aligné sur vous-même, alors les choses peuvent venir à vous et vous pouvez avancer et être efficace dans la vie. Donc ce qu'il faut, c'est réaligner la personne sur elle-même, lui permettre de se redécouvrir et de se réaligner. Et donc ça, vous pouvez pas, si vous captez trop de choses dans l'apparence des choses, vous pouvez pas le faire ensuite, parce que vous êtes influencé. Alors là, donc, là, vous êtes obligé de revenir au thème, parce que vous n'avez que ça. Moi, je n'ai que le thème et le nom de la personne, et une phrase ou deux, et c'est tout. Vous voyez ? Alors, ça demande, ça, une grande confiance en vous, oui, mais surtout en l'astrologie, en la vérité de l'astrologie. À 40 ans, une personne est une déformation de son thème. Elle a, au fil de la vie, déformé. Et alors, si elle a déformé en ondulant autour de son thème, ça va. Mais si elle est partie comme ça, ben là, il faut la ramener, là. Vous voyez ? Donc, il faut lui dire, moi, peu importe ce que vous me dites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est votre thème. Voilà ce qui vous êtes, réellement. Et donc, souvent, ça c'est dans le thème, et dans les questions relatives à l'année, par exemple, à l'avenir. En fait, vous allez voir que, enfin, beaucoup de personnes, en fait, construisent leur propre souricière mentale. Et donc, ils s'enferment dans une sorte de prison intérieure où, logiquement, il n'y a pas d'issue. Et ça fait tellement longtemps qu'ils construisent cette souricière, elle est tellement bien conçue, que si vous, astrologue, qui découvrez cette personne, vous l'absorbez, cette souricière, bah, vous n'allez pas trouver d'issue. Ou alors, vous allez trouver une issue bateau, lambda, le truc que l'on dit à tout le monde, quoi. Vous voyez ? Parce que, bien sûr, la personne, elle a construit cette souricière dans laquelle elle s'est enfermée, de manière à ce qu'il n'y ait aucune issue logique. Sinon, elle l'aurait trouvé, l'issue logique. Vous voyez ? Donc, il faut pas accepter la souricière. Et donc, pour ne pas accepter la souricière, il faut pas l'écouter. Hein ? Il faut revenir à, voilà, moi, j'interprète le thème. Parce que c'est lui qui a la vérité. C'est toujours lui qui a la vérité. Qu'est-ce que ça me permet aussi ? Ça évite comment dire, les blablas, hein, la distance. Voilà, j'aime pas les blablas, moi. Voilà, en consultation directe, bah, parce que toujours vous êtes empathique, vous allez écouter la personne qui va ouvrir, mais c'est pas péjoratif, mais qui va ouvrir son sac. Moi aussi, ça m'arrive d'ouvrir mon sac. Voilà, on ouvre son sac et puis on dit voilà. Et ça, si vous mettez pas un holà, ça peut durer 1 heure, vous voyez, et vous avez toujours pas fait de travail astrologique pendant ce temps. Voilà. Et au contraire, ça vous a pollué parce que ça, vous l'avez pris sur vous. Et après, bah, il faut le déposer, hein, ça, quelque part. Donc, vous voyez, tout ça, hop, on évacue. Et on se concentre uniquement sur ce qui compte, c'est-à-dire le travail astrologique à partir du thème astral. Donc, c'est pour ça que je peux aussi, certainement, bah, vous voyez, j'y pense en même temps, c'est pour ça que je peux faire des consultations écrites. Je ne peux le faire que parce que j'évacue d'abord ce temps-là, ce temps d'absorption de la superficialité pour me concentrer sur l'essentiel. Enfin, la consultation écrite, bien, ça permet de choisir les mots. Alors moi, bon, vous n'êtes pas là quand je le fais, mais je peux rester 10 minutes avec une phrase en suspens parce que je ne trouve pas le mot que je veux. Ou alors je ne trouve pas l'image
qui va permettre à la personne de comprendre ce que je veux dire. Et donc pendant 10 minutes, je suis là. Il m'arrive je fais le tour du bureau, voilà, je vais marcher autour, et je reviens, je m'assois, j'attends, et je trouve le mot. Et voilà. Et ce mot-là, c'est le mot choisi. Et pour ça qu'après, je dis, lisez bien vos consultations, revenez aux mots qui ont été choisis pour vous. Et attachez-vous aux mots, n'interprétez pas ces mots, lisez les mots tels qu'ils sont écrits. Voilà. Et c'est grâce à ça, parce que le mental va beaucoup interpréter les choses. Donc, lisez les mots et retenez les mots. Concentrez-vous sur le sens précis des mots utilisés. Et ça permet également à la personne, une consultation écrite, de relire aussi cette consultation. Ça, c'est véritablement un avantage, parce que vous savez, vous allez voir quelqu'un, vous parlez 1 heure, il vous a dit plein de choses, vous avez dit, surtout, vous avez dit plein de choses, et au final, qu'est-ce qui reste? Bah oui, sur le moment, voilà, 2 heures après, il reste déjà plus grand-chose, le lendemain, un petit filet, et 1 mois après, il reste plus rien. Là, avec les consultations écrites, c'est vrai que c'est plus efficace, de mon point de vue, en tout cas, par rapport à mon travail, parce que les personnes vont pouvoir reprendre la consultation 1 mois après, dire, ah, mais au fait, ça, j'avais pas vu ça comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il dit ça. Ah oui. Ah, donc c'est pas exactement ce que je fais là. Ah oui, d'accord. Vous voyez? Vaste sujet. Quatrième question. Quel conseil principal donneriez-vous à un étudiant en astrologie? Là, c'est facile de répondre. Pour moi, c'est pratiquer. Voilà, pratiquer. Aujourd'hui, le piège de l'astrologie, c'est un excès de théorie. Ne vous laissez pas enfermer dans la théorie. Pratiquez. Voilà. S'il y avait un conseil à vous donner, c'est pratiquer. La pratique, c'est grâce à la pratique que vous allez apprendre les choses. Donc la formation que j'ai faite, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire remettre la pratique au centre de l'astrologie. Non pas la théorie, la pratique. Alors, vous allez me dire, oui, mais si on ne fait que de la pratique, c'est pas possible, il nous faut un minimum de théorie. Mais tout à fait d'accord. Alors, moi dans ma formation, je donne des références de livres, je vous engage à lire, c'est pas le problème. Il s'agit pas de ne pas lire. Donc, il faut un minimum au départ pour débuter, pour vous lancer, faire bien comprendre les signes, le sens des signes. Faites des références justement à des auteurs qui ont fait plus que leurs preuves, qui sont des références. Donc là, Hadès, par exemple, voilà, lui, il va vous donner véritablement les limites, les grands axes, la structure de l'astrologie, le langage, le clavier astrologique de l'astrologie. Là, c'est indispensable. Mais il y a un piège, c'est ensuite de tomber dans la surenchère de la théorie. Et la théorie, il y a quelque chose de très fascinant quand on rentre dans la théorie, c'est que on se dit, ah, mais il y a ça, et puis il y a ça, intellectuellement, vous savez, le Mercure, il est très, oh là là, et il est intéressé par ça, et puis par ça. Et puis, en parallèle, quand vous mettez en pratique, vous apercevez que vous n'êtes pas bon en pratique, ça marche pas. Et alors, qu'est-ce que vous dites à ce moment-là? Vous dites, mais c'est parce que j'ai pas assez de théorie. Et donc, vous allez suivre un autre stage, vous allez acheter un autre livre, vous allez vous intéresser aux astéroïdes, parce que vous dites, mais dans ma pratique, c'est pas assez. C'est pour ça que j'y arrive pas. C'est parce que je sais pas tout encore. Mais vous saurez jamais tout. Voilà. Et tout est vrai et tout est intéressant. Mais c'est un piège. C'est un miroir aux aluettes. La vérité, c'est la pratique. Les personnes qui ont vraiment pu faire avancer l'astrologie, qui ont été efficaces également dans leur astrologie, ce sont des personnes qui ont été, à un moment donné, en contact direct avec leur matière. Un scientifique, un mathématicien, il va lire, bien sûr, il faut qu'il fasse toute sa culture mathématique avant de pouvoir devenir un chercheur en mathématiques. Mais pour devenir un véritable chercheur en mathématiques, il faut qu'il soit relié lui-même directement aux mathématiques. C'est-à-dire que les mathématiques et lui, elles se parlent directement. Donc, il faut que vous, à un moment donné, vous puissiez parler directement à l'astrologie, c'est-à-dire échanger directement avec les signes. Pas par l'intermédiaire de quelqu'un qui aurait capté et compris que ça et qui vous dirait que du coup... Sinon, vous faites que du pré-mâché. Vous voulez pas être un astrologue qui fait du pré-mâché. Vous voulez être un astrologue qui est en contact, qui soit en contact direct avec sa matière, donc avec les signes. Et donc cela passe par un dialogue, la recherche d'un dialogue direct avec la matière. Ça suppose une confiance en soi, donc un alignement
avec votre potentiel. C'est-à-dire, si je fais de l'astrologie, c'est parce que j'ai ce potentiel-là et c'est parce que je vais pouvoir apporter quelque chose au monde, quelque chose qui n'a pas encore été écrit. Sinon, à quoi bon? Et donc, il faut vous mettre en relation directe avec les signes. C'est-à-dire, bien sûr, vous pouvez lire les chapitres de Hadès consacrés au signe du Verseau, à Saturne en Verseau, mais ensuite, il faut que vous alliez marcher avec la signature Saturne en Verseau. Marcher seul, réfléchir à cette signature. Vous dire, mais voyons, après tout, je sais ce que c'est Saturne, je sais ce que c'est le Verseau. Donc, Saturne en Verseau, qu'est-ce que c'est? Et voyez, et là, vous commencez à être en dialogue direct avec les signes. Et vous allez voir bizarrement qu'à ce moment-là, votre pratique, elle va augmenter. Parce que vous allez trouver votre propre vocabulaire. Vous n'allez plus faire du copier-coller. Vous n'allez plus chercher à imiter les personnes qui ont écrit les livres. Vous allez avoir un lien direct avec votre matière. Et je pense que les personnes qui vont ensuite venir vous consulter, elles ressentent ça. Je pense que les personnes qui viennent me consulter, je pense qu'elles sentent que je suis en relation directe avec les signes, avec ma matière, avec l'astrologie. Et donc, la marche du matin, dont j'ai parlé en première question, ça me permet aussi de me reconnecter à ce langage, à cette matière, et ensuite, bien, d'interpréter par moi-même, en pensant les choses par moi-même et en dialoguant avec les signes. Donc la pratique. Encore une fois, moi j'ai commencé les consultations en face à face, sans préparation. Déjà, la personne s'asseyait devant moi et je lui expliquais, et puis on était parti, etc., etc. Vous voyez. Alors ça, c'est très très formateur. Aujourd'hui, l'astrologie, le problème qu'elle a, à mon sens, c'est qu'elle est trop théorique. Elle est devenue trop théorique. Et la théorie, c'est coupée de la pratique. Et du coup, on aboutit à quelque chose qui veut plus rien dire. Je prends souvent l'image du club de vélo. Vous allez vous inscrivez à un club de vélo pour faire du vélo le week-end. Puis alors, la première réunion, il y a plein de gens, c'est super intéressant. Vous avez appris plein de choses sur les différentes roues de vélo, les pédaliers, les différents modèles de selle. Vous dites super, bon, je vais retourner. Vous y retournez, puis la fois d'après, on vous apprend des choses sur la réglementation des courses, sur le poids des vélos, etc. Bon. Et puis au fur et à mesure des choses, alors c'est intéressant, et vous vous rendez compte que jamais vous montez sur le vélo. Vous faites jamais de... Et c'est le problème de beaucoup alors, de manière générale, dans l'apprentissage de l'astrologie aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est que on apprend de la théorie, il y en a jamais assez, mais on pratique jamais, on pratique plus. Et les personnes qui sont dans cette association de vélo, elles savent tout sur le vélo, tout, l'historique, les vainqueurs du Tour de France, machin, tout, elles savent tout. Mais elles savent à peine tenir sur le vélo, elles savent à peine pédaler, elles savent plus ça, vous voyez. Et donc on arrive à cette aberration. Donc vraiment remettre la pratique au centre. Quand je dis un dialogue direct avec les signes, il ne s'agit pas non plus de se prendre pour Dieu et de dire voilà, tout ce qui a été fait avant, ça valait rien. Et puis moi maintenant, les signes vont me parler directement, donc je vais dire ce qu'est vraiment le Verseau. Bon, il ne s'agit pas de dire ça. Il faut quand même, il y a beaucoup d'humilité à avoir. De toute façon, la pratique vous ramène toujours à l'humilité. La pratique, c'est le juge de paix. Donc ça vous ramène à l'utilité. Vous pouvez avoir ces idées et dire finalement le Verseau, c'est pas ça. Et puis vous essayez en pratique et puis vous verrez bien ce que ça vous donne. Vous allez voir que Hadès, il avait raison finalement. Mais ça n'exclut pas le fait que par la suite, une fois lancé, une fois que vous savez faire du vélo, c'est à vous de pédaler tout seul et d'être en lien directement avec vos signes pour chercher vos propres mots, vos propres vocabulaires, etc. Et encore une fois, c'est la pratique qui dira si vous avez vrai ou pas. Donc pratiquez. Voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, je pense que je suis venu au bout de ces 4 questions. J'espère qu'il y aura quelques longueurs, mais j'espère que mes propos vous auront intéressé. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, donc sur Astroscience. Merci beaucoup pour votre écoute, votre attention, vos commentaires, vos partages, et j'en passe. Merci à vous.